Ok. Bonjour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui je vais présenter mon projet de maîtrise qui s'intéressait au volet 2 de Happy Le Max, la partie sur les abeilles. Donc comme on a vu, les recommandations et les évaluations sont pas au niveau de la force des ruches, sont quand même variables. Et un autre point qui m'a beaucoup intéressé dans mon projet de maîtrise, c'était de voir que la population de couvains, donc les larves d'abeilles dans les ruches, ne sont pas considérées dans les recommandations. Et donc, il n'y a pas vraiment de mention, en fait, sur les populations de couvains qu'on veut retrouver à l'intérieur des ruches pour la pollinisation. Euh, c'est un problème parce que ces deux facteurs, la population d'ouvrières, la population de couvains, que je vais résumer par la structure populationnelle de la ruche, ont une influence sur l'activité de butinage de la colonie. Donc, comment est-ce que ça influence l'activité de butinage? Eh bien, premièrement, pour la population d'abeilles, si on a une colonie avec plus d'abeilles, on va retrouver le même pourcentage de butineuses à l'intérieur de la colonie. Donc, c'est à peu près 20%. On va aussi avoir une augmentation des besoins en nectar de la colonie pour autant les besoins de nourriture, mais aussi de production de cire de la colonie. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir plus de butineuses, entre autres à nectar, dans une ruche qui aura plus d'abeilles. Donc, pour vous donner un chiffre, si on a deux colonies à 15 000 abeilles et qu'on a une colonie à 30 000 abeilles, eh bien la colonie à 30 000 abeilles va produire quasiment le double que les deux colonies réunies de 15 000 abeilles. Donc on a une intensification du butinage total, mais principalement un nectar dans une colonie avec plus d'abeilles. Maintenant, pour le couvain, eh bien, le couvain va produire des substances chimiques pour communiquer avec le reste de la colonie, qu'on va appeler des phéromones. Donc, on va retrouver du E-bêta-ocimène et des phéromones, un mélange d'esters de phéromones du couvain. Et ce mélange de phéromones vont avoir une influence sur le butinage. Entre autres, ça va pousser les abeilles à devenir des butineuses plus tôt dans leur vie, parce qu'en fait, c'est les butineuses les plus vieilles qui vont aller butiner. Ça va aussi pousser les butineuses à s'intéresser surtout au pollen plutôt qu'au nectar, par exemple, lorsqu'elles vont aller butiner. Et ça va augmenter le nombre de butineuses en général à l'intérieur de la colonie. Donc, si en plus on augmente la population de couvains à l'intérieur d'une colonie, on va aussi avoir une augmentation de phéromones et donc une augmentation de ses effets sur le butinage. Donc cette fois-ci, on a une intensification principalement du butinage de pollen, à pollen. Donc sachant ça, ma question de recherche pour ma maîtrise, c'était de trouver quelle était la structure populationnelle, donc comme j'ai dit, la population en ouvrière et en couvain à l'intérieur de la colonie qui serait idéale pour les services de pollinisation, principalement pour le bleuet. J'avais plusieurs objectifs. On a fait une expérience en 2023, en 2022 et une expérience en 2023. En 2022, c'était surtout plus exploratoire. En 2023, c'était vraiment plus pour identifier cette population idéale. Donc aujourd'hui, ouais, j'ai caché à gauche, mais aujourd'hui, je vais surtout présenter mes résultats de 2023. Donc, mon projet de recherche avait une hypothèse où je m'attendais à ce que la structure populationnelle influençait l'activité de butinage. Ici, je m'intéresse surtout à la structure populationnelle au début de l'expérience, qui représente en fait la population lorsque les ruches entraient dans les champs de bleuets, par exemple. Au niveau des prédictions, je m'attendais à ce que si on a différentes colonies avec différentes populations au début de l'expérience, eh bien, si on rajoutait soit du couvain, soit des ouvrières, on avait une augmentation de l'activité de butinage. Et si on ajoutait les deux populations, on aurait un effet interactif et donc on aurait encore plus, on aura une augmentation encore plus importante au niveau de l'activité de butinage. Donc, ce qu'on a fait en 2023, on avait 23 colonies au début de l'expérience. On en avait juste 22 pour la dernière date en juillet. Donc, on a pris au 26 mai, on a ajusté les réserves de nourriture des colonies. On a donc enlevé les réserves de nectar et de pollen. On a rajouté un nourrisseur cadre avec du sirop dans les colonies. Et on a rajouté aussi des pâtisses de pollen pour les suppléments en protéines.
Au 1er juin, on a évalué les ruches en ouvrières et en couvains, et ensuite on a réajusté les populations pour avoir les groupes qu'on voulait avoir spécifiquement. Et on a aussi pesé les ruches. Puis on a continué à prendre ces mesures-là pour l'ensemble de la période, donc pour le 8, le 15 et le 22 juin. Et ensuite on a fait un saut d'un mois, puis on a repris des données pour le 18 juillet. On a aussi pris des mesures au niveau de l'activité de butinage, forcément. Donc on a installé des trappes à pollen en dessous des ruches qu'on a laissées activer pendant 48 heures. Et ensuite on a récupéré ce pollen-là, on l'a pesé. On a évalué le nombre de butineuses qui quittaient les ruches pendant des périodes de 30 secondes. On a pris 18 mesures par jour, 3 jours par semaine, pendant les 3 semaines. Et ensuite, j'ai pris la médiane en fait, de ces données-là pour avoir une donnée par semaine. Et on a aussi on a fait des évaluations par cadre des réserves de pollen à l'intérieur de la colonie. Donc ici, je vous présente nos groupes ou traitements au début de l'expérience. Donc on trouve exactement nos 4 groupes avec, en jaune, on va avoir les ruches qui avaient moins d'abeilles et moins de couvains. En mauve, en bas à droite, ah oui, ok. Donc c'est ça. Sur l'axe des X, on a la population de couvains en nombre de cellules de couvains. Sur l'axe des Y, on a la population d'ouvrières en nombre d'ouvrières. Et donc ça, comme on peut voir, en bas à droite, on a un ajout de couvains en mauve. En haut à gauche, on a un ajout d'ouvrières en vert. Et en rouge, en haut à droite, on a un ajout d'ouvrières et de couvains. Donc, pour vous donner une explication des codes que j'ai donnés, au début, on visait 8 cadres ou 12 cadres d'abeilles, donc 8A ou 12A, puis on visait 4 ou 8 cadres de couvains, donc 4C ou 8C. L'explication des traitements, on n'a pas réussi à atteindre ces populations d'ouvrières, mais j'ai gardé ces codes-là quand même pour garder une certaine logique avec ma présentation. Donc, on a pris tous nos données et ensuite je les ai analysées dans un logiciel statistique appelé R. J'ai fait une régression linéaire où j'ai fait varier les données de butinage en fonction de la date et des traitements, et j'ai considéré le fait qu'on avait plusieurs dates pour les mêmes colonies. Et ensuite, j'ai produit des prédictions avec une analyse bayésienne qui est un modèle, une façon de faire des statistiques. Donc, c'est ça, un modèle statistique. Donc, au niveau des résultats. Premièrement, au niveau des réserves de pollen, donc ici, je vous présente les réserves de pollen en nombre de cellules sur l'axe des Y en fonction de nos 3 dates, donc 8, 15 et 22 juin. Pour nos 4 traitements, donc, on retrouve la distribution de chacune de nos réserves de pollen pour nos traitements, et les petits points, c'est en fait les dates réelles donc, de chaque colonie. Donc ici, on voit qu'on n'avait pas de différence entre nos traitements. Sinon, j'aurais rajouté une petite lettre pour montrer qu'il y avait une différence statistique entre nos traitements. Par contre, on voit quand même qu'au 22 juin, on avait notre groupe jaune, donc il y avait moins d'ouvrières, moins de couvains, qui a quand même une tendance d'avoir moins de réserves de pollen rendu 3 semaines après, genre dans l'expérience. Donc on aurait quand même une tendance d'avoir un ajout d'ouvrières ou de couvains sur les réserves de pollen à l'intérieur de la colonie, de la ruche. Donc avec notre expérience, on n'a pas pu montrer que ajouter des ouvrières ou du couvain, ça augmentait les réserves de pollen. Par contre, un point important à mentionner, c'est que notre expérience avait moins de variabilité, de différence entre les traitements, entre autres au niveau du couvain, mais aussi un peu au niveau des abeilles, que les autres expériences qui ont pu être faites sur avec le même modèle expérimental. Maintenant, pour les trappes à pollen, cette fois-ci, on a sur l'axe des Y, on a le pollen récolté donc, par trappe à pollen. Donc, j'ai divisé le poids par le nombre d'heures durant lesquelles on a activé les trappes. Et ici, on voit que dès la 2e semaine, on a des différences statistiques qui perdurent jusqu'à la 3e semaine. Donc, cette fois-ci, on voit que notre groupe avec moins d'abeilles, moins de couvains, avait moins de pollen dans les trappes à pollen. Et on voit que c'est surtout le groupe mauve et rouge, donc qui avait un ajout de couvain, qui avait des différences statistiques pour la 2e et 3e semaine. Et notre groupe vert, donc avec juste un ajout d'ouvrières, avait des différences statistiques au 15 juin, mais un peu moins au 22. C'était plus une tendance. Donc cette fois-ci, et on voit que le groupe rouge n'a pas mieux performé que le groupe mauve ou vert. Donc il n'y avait pas forcément un effet interactif. Mais cette fois-ci, on voit qu'ajouter du couvain au début de l'expérience entraîne une augmentation du butinage de pollen parce qu'on a plus de pollen récolté par les trappes à pollen pour ces ruches-là.
Maintenant, pour les butineuses qui quittaient la ruche, donc ici, sur l'axe des Y, on a à nouveau nos ouvrières ou nos butineuses qui quittaient la ruche dans des périodes de 30 secondes pour nos 3 dates sur l'axe des X. Et à nouveau, dès la deuxième semaine, on voit qu'on a des différences statistiques avec notre groupe jaune, donc moins d'abeilles, moins de couvains, qui avait moins de butineuses qui quittaient la ruche que nos 3 autres traitements. Et cette fois-ci, on voit que c'est notre groupe rouge, donc avec plus d'abeilles, plus de couvains, qui avait plus de butineuses qui quittaient la ruche. Donc ici, on voit qu'il y aurait un effet d'avoir un ajout d'ouvrières et de couvains. Donc cette fois-ci, on voit qu'il y a une interaction entre les deux. Et donc on en retire que augmenter la population d'ouvrières et de couvains au début de l'expérience a une influence sur le butinage total et augmente le butinage total. Finalement, avec le poids des ruches, donc ici j'ai pris le poids cumulatif normalisé. Ce que je veux dire, c'est que la première date, au 1er juin, j'ai soustrait le poids des ruches aux autres dates et on voit que donc c'est la ligne pointillée qui est comme le poids de départ. Donc on voit que pour les 3 dates durant le mois de juin, on n'a pas de différence statistique et on n'a pas forcément de grande variation par rapport au poids initial. Par contre, si on passe à droite de la ligne pointillée verticale, on tombe un mois après et cette fois-ci, on voit qu'on a des différences statistiques au 18 juillet avec à nouveau notre groupe jaune qui a des ruches moins lourdes et cette fois-ci notre groupe mauve, donc juste avec un ajout de couvain qui a des ruches plus lourdes plus tard en juillet. Donc ici, on voit qu'avec notre expérience, on dirait qu'il y a un effet positif d'un ajout de couvain sur le poids des ruches. Voilà. Donc, ce qu'on peut retirer de ces résultats-là, c'est qu'il y a un effet d'ajouter, de faire varier la population initiale de couvains sur les butineuses à pollen particulièrement, et il y a un effet d'ajouter des ouvrières et du couvain sur les butineuses totales, donc entre autres les butineuses à nectar. Ça respecte ce qu'on peut retrouver dans les recherches précédentes et ça montre que ça serait intéressant de considérer les populations de couvains dans les évaluations des ruches pour la pollinisation. Je voudrais remercier toutes les personnes de l'équipe du laboratoire de Pierre Giovinazzo et de Valérie Fournier qui ont participé au projet, les gens aussi du CRESAT qui ont participé au projet et tous les partenaires financiers qui ont permis de mettre ce projet, faire vivre ce projet. Voilà, je prendrai les questions. Merci. Bon matin à tous. Donc oui, aujourd'hui, je viens vous parler exclusivement des bourdons dans le gros projet Appui Bleu Max. Je vais essayer d'avoir la bonne flèche, qui est celle-là. Donc oui, le projet Appui Bleu Max, là, je suis la 3e présentation sur ça. Fait qu'on s'entend que c'était un gros projet pour optimiser la pollinisation du bleuet nain. Et je vous fais un rappel vite là, des pollinisateurs du bleuet dont Pierre a parlé un petit peu plus tôt. Premièrement, on a les pollinisateurs sauvages. Il y a surtout les andrènes puis les espèces différentes de bourdons sauvages. Mais on a aussi les grands pollinisateurs commerciaux qui sont l'abeille mellifère, comme on vient de parler, l'abeille découpeuse de la luzerne, ou communément appelée la mégachile, et également Bombus impatiens, le bourdon fébrile. Donc sur lequel moi je vais m'attarder aujourd'hui. Puis il faut se rappeler que tous ces pollinisateurs-là ont des capacités différentes, des comportements aussi complémentaires. Donc c'est important de les étudier les 3. Donc moi je vous parle des bombus. Donc la commercialisation de Bombus impatiens se fait par des compagnies commerciales, entre autres BioBest. Et voici une ruche 4-pack, pour ceux qui n'en avaient jamais vu, une ruche 4-pack de BioBest. Je vais utiliser le terme ruche pour le reste de la présentation pour présenter vraiment la ruche 4-pack. Et quand je dis colonie, je veux dire une des 4 unités à l'intérieur de la ruche 4-pack qui ont chacune leur entrée individuelle, qui sont complètement séparées, sont juste contenues dans une même grosse boîte de coroplaste. À l'intérieur d'une colonie de bourdons, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, sur le dessus. Ce qu'on voit sur le dessus, là, à part les ouvrières et les reines, c'est une ouate en coton, un substrat que la compagnie met dans laquelle la colonie fait son nid, qui ressemble à ça ici.
passe vite les éléments différents qu'on retrouve. Premièrement, il y a les petits sacs d'œufs qu'on voit là. La reine pond plusieurs œufs par sac. Et quand les œufs éclosent, ça fait des petits sacs de larves. Les larves se développent et tissent un cocon de soie pour devenir des larves individuelles dans leur propre enveloppe de cire. Quand elles se métamorphosent en pupe, ça fait des cocos de pupe. Et ces pupes-là vont éclore soit en gynes, donc ou des reines. La reine, il y a une reine principale, il y a plusieurs gynes dans une colonie, des reines qui vont faire des colonies l'année suivante. Donc, ça peut éclore en gyne, en mâle ou en ouvrière. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans une colonie de bourdons. En contexte de pollinisation, il existe déjà quelques suggestions pour la gestion des colonies. Premièrement, il y aurait l'installation sous les brise-vents ou très près des brise-vents, ce qui augmenterait l'activité, la récolte de pollen et diminuerait les variations thermiques. Donc ça, c'est des initiations à la recherche et des petits projets ici et là qui auraient permis de déterminer ça. Ensuite, ce serait l'installation d'une structure ombrageante recommandée par les compagnies elles-mêmes. Et l'installation 5 à 10 jours avant le début de la floraison dans les champs. Puis ces suggestions-là présentaient quelques lacunes qu'on voulait essayer d'élucider. Premièrement, c'est quoi l'effet direct sur les colonies des bourdons, donc sur la composition des colonies, sur leur population, leur activité, tout ça. Ensuite, la faisabilité dans les bleuetières. Parfois, on s'entend, les brise-vents ne sont pas nécessairement hauts, n'offrent pas beaucoup d'ombre, donc on peut les positionner à côté de ça. C'est quoi l'effet d'un plus petit brise-vent? Ou encore les sources de nourriture qui sont relativement faibles. On s'entend dans les bleuetières, là, qui peuvent être très vastes et monoflorales. Donc, s'il n'y a pas de fleurs de bleuets, qu'est-ce que les bourdons vont manger si on les installe très tôt dans la bleuetière? Donc, c'est ce qui m'a amené à mon objectif de recherche, donc d'étudier les différentes méthodes de gestion des colonies commerciales en contexte de pollinisation du bleuet. Mes hypothèses comportaient c'était qu'il y a mes 3 variables, donc ma date de livraison, mon lieu d'installation à la livraison, ainsi que ma protection contre le soleil, allaient influencer, premièrement, la masse des colonies et la composition des colonies. Ensuite, la température moyenne et les variations de température. Puis finalement, les sorties des individus, donc l'activité à l'entrée de la colonie, et le rapport de pollen, donc la récolte de pollen. Pour ce faire, j'avais un plan d'échantillonnage avec mes 3 variables. Ma première variable étant la date de livraison par le fournisseur. Cette année-là, c'était soit le 16 mai, qui représentait un pourcentage de 0% de floraison dans les champs, ou le 23 mai, que la floraison commençait tranquillement. Ensuite, on avait le lieu d'installation à la livraison, donc la camérisière ou la bleuetière. Camérisière parce que les camérises fleurissent avant et un champ, le champ de camérise dans lequel on a installé nos colonies ressemblait à ça. On avait des fleurs de camérise et des fleurs de pissenlit beaucoup dont les bourdons raffolent, donc il y avait de la nourriture pour les bourdons, alors que dans la bleuetière, il n'y avait aucune ou peu de fleurs. Ensuite, la protection contre le soleil, donc oui ou non. On protégeait nos colonies par des bunkers comme on voit en haut. Donc vous avez peut-être entendu parler ou pas. C'est le producteur Steve Lepage qui les construisait comme ça. Ça permettait de faire de l'ombre aux colonies, mais également essayer de protéger contre les ours qui aiment bien les colonies de bourdons. On a installé toutes nos colonies dans des îlots de 4 ruches comme ça. Donc, il y en avait, c'est ça, c'était tous des îlots de 4. Chacun de mes groupes avait 8 ruches pour un total de 32 colonies par groupe. Donc, mon design expérimental, mon terrain s'est produit en 2023 dans la bleuetière, dans une des bleuetières Steve Lepage, producteur de bleuets. Donc, on a ma ligne de temps ici pour l'année 2023. Le 16 mai, j'ai reçu ma première livraison de 38 ruches qu'on a installées. On en a installé 18 dans la bleuetière, 18 dans la camérisière, et on en a envoyé 2 en congélation pour avoir une image vraiment précise de à quoi ressemblaient les ruches à l'arrivée. Ensuite, le 23 mai, 2e livraison, même chose, j'en ai installé 16 directement dans la bleuetière et j'en ai envoyé 2 en congélation.
Le 29 mai, qu'on a considéré comme la date du début du pic de floraison, on a transféré les 16 ruches restantes de camrisières vers la bleuetière et on a envoyé 2 ruches qui étaient arrivées tôt en congélation pour voir la différence au début du pic de floraison. Pendant toute la durée de ce service de pollinisation-là, j'ai pris des mesures de température et à la fin, le 16 juin, on a pesé toutes les colonies. Donc, on a sorti toutes les colonies individuellement des ruches et on les a pesées. Et j'ai envoyé 4 ruches de chacun de mes groupes en congélation pour avoir une image à la fin de la pollinisation. Donc, pour avoir mes résultats pour la croissance des colonies et la structure des colonies, comme j'ai mentionné, j'ai pris la masse de toutes mes colonies, puis je les ai ouvertes. J'ai fait des dénombrements de la masse de nourriture, de la masse de couvain, du nombre d'ouvrières, le nombre de gynes, donc les nouvelles reines produites, le nombre de mâles, ainsi que le nombre d'œufs qu'on retrouvait dans les colonies. Pour ma température, j'ai mis des sondes de température dans quelques ruches et j'ai pris la température à chaque heure et j'ai calculé la variation de température horaire dans mes ruches. Finalement, pour l'activité des individus, on a pris des vidéos plusieurs fois pendant toute la durée de la pollinisation avec des caméras comme ça. Ensuite, des vidéos, on a extrait certaines données, donc le nombre de sorties d'individus de la colonie, le nombre d'entrées avec pollen et la grosseur des pelotes de pollen. Donc, je vous montre les 3 classes qu'on a utilisées. Classe 1, c'est des toutes petites pelotes de pollen qu'on ne voit presque pas. Classe 2, c'est moyen. Et classe 3, c'était les très grosses pelotes de pollen. On se demandait même comment les bourdons, parfois, pouvaient voler avec cette quantité phénoménale de pollen. Donc ça, c'était une classe 3. Donc, avec ça, on a calculé la grosseur moyenne de pollen rapporté par voyage. Pour mes résultats maintenant. Il va en avoir beaucoup, mais je vous passe au travers assez rapidement, là. Premièrement, pour la masse des colonies après la pollinisation. Ici, on a la masse des colonies en Y en fonction de la position dans l'îlot. Fait que là, je ne vous ai pas parlé vraiment de la position. C'est soit au-dessus ou en dessous. Parce qu'on avait 2 étages, on s'est dit, c'est sûr que les deux ne vivent pas la même chose. Fait qu'on a au-dessus et en dessous. Et les colonies qui étaient placées en dessous, donc directement sur le sol, avaient une masse à la fin de la pollinisation plus élevée que celle qui était placée sur le dessus. Ensuite, le champ d'installation à la livraison avant la période de pollinisation, on se rappelle, camerise ou bleuetière directement, n'avait pas d'effet sur la masse finale des colonies. Puis, la date de livraison et la protection contre le soleil, dans le fond, la date de livraison, les colonies qui sont arrivées plus tôt avaient une masse plus élevée que les colonies qui étaient arrivées plus tard, mais n'étaient pas protégées contre le soleil. Donc, la protection contre le soleil et le positionnement sous d'autres colonies amènent une masse de colonies plus élevée à la fin de la pollinisation. Par la suite, pour la composition des colonies après la pollinisation, je vous parle rapidement de la date de livraison et de la protection contre le soleil. Donc, les colonies qui sont arrivées le 16 mai avaient une masse de nourriture plus élevée à l'intérieur des colonies à la fin de la pollinisation, mais les autres variables, il n'y avait aucun effet. Pour les colonies protégées contre le soleil, il y avait plus de couvain dans les colonies à la fin de la pollinisation. Cependant, pour le lieu d'installation à la livraison, il n'y avait pas d'effet pour la masse de nourriture, pas d'effet pour la masse de couvain, non plus pour le nombre d'ouvrières. Cependant, j'attire votre attention vers le nombre de gynes produites, donc le nombre de nouvelles reines, et le nombre de mâles, qui avaient une tendance à être plus élevé dans les colonies qui avaient séjourné dans les camrisières versus les colonies qui étaient allées directement en bleuetière. Et le nombre d'œufs dans les colonies qui sont allées dans les camerises était plus élevé que les colonies qui étaient dans les bleuetières. Donc, l'accès à la nourriture plus tôt, donc de mettre les colonies dans un champ en fleurs avant la pollinisation du bleuet, améliorerait la ponte vers la fin de la pollinisation, mais favoriserait aussi l'élevage de castres reproductrices dans les colonies. Pour la température maintenant. Les 2 variables qu'on a utilisées pour la température, c'est la position dans l'îlot, donc au-dessus ou en dessous, et la protection contre le soleil ou non.
Ce que ça nous donne, c'est que la protection contre les colonies qui étaient protégées contre le soleil, donc en bleu, sont plus élevées que la température à l'intérieur des ruches était plus élevée que les ruches qui étaient non protégées, et de positionner l'îlot de ruche en dessous, pas l'îlot de ruche, les ruches en dessous dans l'îlot, augmentait également la température moyenne dans les colonies. Sauf que ce n'est pas des températures extrêmes. Si on regarde là, autour de 26 degrés Celsius, dans les colonies, en fait, le couvain doit être gardé à une température d'environ 30 degrés Celsius en tout temps pour permettre un bon développement du couvain. Donc, autour de 26, même 27 degrés Celsius, ça, c'est une bonne température pour la ruche pour que le couvain reste à une bonne température. Donc, de protéger les ruches contre le soleil et de les positionner sous d'autres ruches amène une température moyenne plus élevée. Par la suite, pour la variation horaire de la température de la ruche, c'est les mêmes variables. Lorsque les colonies étaient positionnées en dessous et qu'elles étaient protégées contre le soleil, la variation était plus faible. Donc, de protéger les colonies du soleil et de les positionner sous d'autres colonies amène une température à l'intérieur des ruches plus stable. Pour l'activité de la colonie, il y a seulement la protection contre le soleil qui a eu un effet sur les variables. Donc, la protection contre le soleil par le bunker augmentait le nombre de sorties des colonies et augmentait aussi la grosseur des pelotes de pollen rapportées par voyage. Donc, ça m'amène à la fin de ma présentation. Donc, je tiens à remercier vous pour votre écoute. Également, Steve Lepage pour son aide pendant tout le projet, son appui et aussi les bons conseils. Et les équipes de laboratoire du CRESAD, de l'université pour leur soutien et leur aide également. Alors voilà, je vais être prête pour vos questions. Merci.